Merci pour votre fidélité à New World TV, les télés qui vous transforment. Vous êtes sur sa chaîne Info et c'est l'heure de décryptage. Nous recevons Mamadou Diouf. Avec lui, nous allons parler du Mali. Qu'est-ce qui a changé depuis le départ d'Ibeka? Bonjour à vous, Mamadou Diouf. Vous allez bien? Bonjour Michel, je vais très bien. Allez, on va parler donc du Mali. Voilà un an que le président Ibrahima Boubacar Keïta a été contraint à la démission par les militaires. Ces derniers soutenus par un mouvement de contestation ont avancé la mauvaise gouvernance comme argument. Mamadou, qu'est-ce qui a changé? C'est aux Maliens qu'il faut surtout poser la question, puisque c'est eux qui sont sur le terrain. Et quand on regarde au niveau des médias maliens, quand on voit ce qui est dit, les Maliens sont entre la crainte, il y en a qui ne savent plus quoi faire, l'espoir et la désillusion. Quand on regarde, c'est vraiment les trois éléments qu'on retrouve le plus, puisque en fonction de l'angle à partir duquel on prend la chose, on aboutit à une de ces conclusions. Certains vont même jusqu'à dire que c'est pire, en disant que le cas de certaines villes qui avaient été à la limite prises en otage, encerclées par les groupes terroristes, ils disaient que ça, on ne l'avait jamais connu sous Ibeka. Donc, d'un point de vue sécuritaire, la situation est devenue pire que la situation pendant que Ibeka était là. D'autres ont regardé plutôt du côté de l'éducation, qui a énormément de problèmes, pas seulement l'éducation, les syndicats de façon générale, mais surtout l'éducation, où ils ont à la limite organisé les examens sans les enseignants. D'autres regardent un autre aspect, la vie chère. Rien ne s'est amélioré sur ce plan-là. Au contraire, la vie est devenue de plus en plus chère. Quelques-uns quand même se disent, mais attendez, on ne peut pas tout faire en une année. Il y a quand même de petites évolutions qui sont là. Le colonel n'a pas mis sa famille dans la gestion du pouvoir. Il n'y a pas encore de preuves de corruption de la part des militaires qui l'entourent, etc. Donc vous voyez qu'en fonction de l'angle où on prend la chose, chacun a son appréciation et les Maliens sont particulièrement divisés sur cela. On va parler plus de ce cas, la sécurité ou l'insécurité, ça dépend. Et c'est là où vous expliquez peut-être la crainte. Oui, il y a la crainte parce qu'aujourd'hui, les Maliens se posent beaucoup de questions. La première question, à l'arrivée des militaires, on les a vus aller sur le front, on les a vus dire qu'on n'a pas fait suffisamment de choses pour les militaires. Les gens se sont dit, avec un militaire au devant, bon, normalement, c'est des gens qui savent comment aller au front pour régler le problème. Mais c'était la désillusion parce que ce qu'on constate, les militaires sont plutôt en train de prendre les postes administratifs. Certains médias même avaient parlé au niveau du Mali de militarisation, parce que vous avez des gouverneurs, vous avez plein de postes qui ont été confiés à des militaires. D'ailleurs, dans la réaction de la France, à un certain moment, en suspendant sa relation avec le Mali, dans la réaction également du président nigérien qui avait failli faire un scandale diplomatique, il disait clairement aux gens que le rôle des militaires, c'est d'aller au front. Clairement. Et ça, les Maliens le soulignent parce que l'espoir qui était là, en pensant que c'est les militaires eux-mêmes qui sont là, ils vont prendre le devant par rapport à cette question de la sécurité. Mais en réalité, aujourd'hui, s'il y avait insécurité du temps de Ibeka, les choses ne se sont pas du tout améliorées, d'autant que quand on regarde les attentats, ça descend de plus en plus vers le sud aujourd'hui, au lieu de rester tout simplement dans la première zone où ça se trouvait. Mamadou, qu'est-ce qui les empêche d'aller au front, ces militaires? Je ne saurais répondre, puisque on les attendait particulièrement sur ce plan en se disant que c'est peut-être là où ils sont le plus capables. Ouais. Puisque c'est leur propre domaine. Le colonel avait été présenté comme un homme de terrain, quelqu'un qui fait partie des forces spéciales et tout. C'est vrai qu'au départ, il est allé trouver les militaires pour les galvauder à nouveau. Tout le monde se disait, mais ça va aller. Mais par la suite, le colonel a commencé à ressembler à un militaire en civil. Même s'il continue à porter sa tenue, on ne voyait plus sur le terrain grand-chose. Vous avez vu, entre leur arrivée et maintenant, tout ce qui a existé comme massacre et autres. Curieusement, quand les ONG qui s'intéressent à ces questions de sécurité ont fait le cumul, il y a eu plus de victimes pendant la période où ils étaient là, comparé à la même période sous Ibeka.
pour dire que vraiment cette question de l'insécurité au niveau du Mali se pose aujourd'hui sous toutes ses formes. En plus, il y a ce fameux départ ou pas des forces françaises, puisque en principe, ça a été acté par le président Macron. Et là, effectivement, ça suscite une véritable crainte, surtout avec ce qu'on vient de voir récemment avec le départ des Américains en Afghanistan. Vous mettez quoi dans espoir pour les Maliens? Dans espoir, il y a des gens qui pensent encore qu'il est possible que les Maliens se mettent ensemble, que les Maliens se parlent, que les Maliens s'entendent sur l'essentiel. Ils disent qu'il y a 6 mois encore, et c'est vrai, puisqu'il y a la CEDEAO, il y a la communauté internationale qui insiste sur le respect des 18 mois. Les élections doivent avoir lieu en février. D'ici février, il ne reste pas beaucoup de temps, à peu près 6 mois, mais il y a quand même suffisamment de temps avec de la volonté politique, avec un sursaut national pour que les Maliens aillent dans le sens de mettre au moins les bases de la refondation du Mali. Et quand vous suivez le discours du président de la République, lui, il est allé dans ce sens. Pour montrer que seul, il ne peut pas régler tout le problème. Il a besoin de tous les Maliens pour qu'on puisse trouver une solution. Vous avez la CEMAS, qui est très proche de l'imam Dicko, qui, malgré qu'ils affirment clairement leur déception de ce pouvoir qui a été pris par les militaires, mais il leur dit qu'il est encore temps de changer de chemin pour aller vers la rupture que le peuple malien attend et mettre les bases d'une véritable refondation de l'État malien. Ça veut dire que même ceux-là qu'on peut considérer comme des opposants laissent encore un espace qui peut permettre dans les 6 mois de ne pas résoudre certainement tous les problèmes du Mali, mais au moins de faire en sorte qu'à l'arrivée des élections, qu'on soit en face d'une institution Mali nouvelle qui soit capable de prendre en charge tous ces problèmes qui sont en train d'être évoqués. Et Mamadou, selon vous, cet espoir est permis? Oui, l'espoir est permis parce que quand même, le Mali n'est pas par terre. C'est vrai que la situation est difficile, mais le Mali est encore debout. Actuellement, une partie de l'opposition se trouve avec les militaires, ce qui fait que il y a moins de réactions. Parce que quand vous regardez à la date anniversaire, en principe, on s'attendait à ce que tout le monde réagisse. Bon, certains ont du mal à le faire parce qu'ils sont dans le camp du gouvernement actuellement. Bon, ils essaient également, eux, de faire vivre un peu cet espoir qu'on va pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes. Mais il est clair que même ceux qui ont rejoint les militaires ne suffisent pas pour régler le cas Mali. Il faut faire en sorte que les Maliens s'asseyent, parce qu'on a raté cette rencontre qui devait être un peu l'équivalent des assises nationales, parce que les militaires l'ont plutôt changé, mais c'est le moment de le faire. L'actuel Premier ministre en a parlé, mais qu'il convoque les gens, que les gens s'asseyent, que les gens s'entendent au moins sur un minimum pour les 6 mois à venir, au lieu de vouloir faire énormément de choses. Et finalement, d'ici les 6 mois, même si on a commencé, rien ne sera terminé, mais on va buter sur un nouveau problème. Est-ce qu'on va prolonger ou pas la transition? Rien que cette question peut créer une nouvelle crise au niveau du Mali si les populations se soulevaient, par exemple, comme il l'avait fait avec Iveka, en disant pas question que la transition ne soit prolongée. Si on ne prolonge pas la transition, on fait quoi? C'est une grosse question. Vous avez également parlé de désillusion. Oui, la désillusion, c'est à un certain moment, certains avaient commencé à manifester pour les militaires. Si vous vous rappelez, les militaires même sont venus dire au M5 RFP, nous sommes venus parachever le travail que vous avez fait. Au départ, on a cru que ces deux forces allaient se mettre ensemble et c'était l'idéal pour tout simplement relancer le Mali très rapidement, parce qu'au niveau du M5 RFP, ils ont leur comité stratégique. Il y a un certain nombre de réflexions qui avaient été déjà faites. Il y a un certain nombre de documents qui avaient été fournis sur la refondation du Mali. Donc, si on voulait discuter, il y avait déjà une base à partir de laquelle on pouvait très rapidement aller à la discussion. Même la nomination de Choguel Maïga n'a pas changé grand-chose. Elle est venue trop tardivement. C'est la première chose, parce qu'on s'y attendait dès le départ. Mais elle est venue trop tardivement et elle est venue après que les militaires aient chassé le président et le premier ministre dans des conditions pour lesquelles ils n'ont toujours pas aujourd'hui convaincu ni les Maliens ni la communauté internationale. Choguel est venu à la limite sauver
un peu les militaires, ce qui fait que lui-même, il risque d'en payer le coût. S'il s'aventurait un jour à vouloir demander le suffrage des Maliens, il va payer le prix du fait que c'est lui qui a un peu amené la bouée de secours pour des militaires qui, en ce moment, se cherchaient. Ils ne savaient plus dans quelle direction aller. Ce qui fait que, quand vous regardez ce mouvement M5 RFP, l'arrivée des militaires les a divisés. Une partie a rejoint les militaires, d'autres se sont retirés pour se mettre à part avec d'autres groupes de l'opposition. La CEMAS dont je parlais tout à l'heure, qui était plus proche de l'imam Dicko, on voit moins cette CEMAS-là aujourd'hui à l'intérieur du RFP. Et c'est ça qui crée le problème, avec une division aussi extraordinaire, mais il va être très difficile de faire bouger le Mali. Il faut que les gens acceptent de se mettre ensemble sur l'essentiel au moins. Après, ils s'occuperont des questions secondaires. Vous avez touché certains problèmes, notamment ceux éducationnels et de la vie chère. Vous voyez véritablement le pouvoir en place transcender ces écueils? Ils ne peuvent pas. En 6 mois, ils ne peuvent pas. C'est pourquoi j'ai dit qu'ils n'ont pas convaincu. Ils avaient insisté sur le fait que les syndicats s'apprêtaient à organiser une grève qui pouvait, à la limite, être fatale au Mali. Ils en ont profité pour accuser le gouvernement de n'avoir pas réglé le problème avec les syndicats. Ben, ils sont partis, hein. Bandao est parti, Wan est parti. Est-ce qu'eux, ils ont réglé le problème avec les syndicats? Ils ne l'ont pas réglé. Ils n'ont pas été capables de le régler. Les populations se sont plaintes énormément lors de la Tabaski, par exemple. Le Mali, un pays connu pour son élevage extraordinaire, les Maliens ont eu du mal à acheter un mouton de Tabaski parce que les bêtes coûtaient excessivement cher. L'État malien a dû vendre lui-même des moutons à des prix pouvant permettre aux Maliens de pouvoir accéder à cette bête pour le sacrifice. C'est un pas, c'est vrai, mais ça ne règle pas le problème. Ça montre jusqu'où le problème est allé à l'arrivée de cette fête dans un Mali qui avait plutôt tendance à fournir la sous-région en matière de moutons pendant la même période. Mais c'est dire simplement que dans les 6 mois, il ne faut pas qu'ils s'aventurent à promettre qu'ils vont résoudre les problèmes. Ils n'ont qu'à travailler à ce que la transition finisse dans les délais. Le rôle de la transition, ce n'est pas de développer le Mali, c'est de refonder le Mali pour qu'on puisse mettre ce Mali-là sur le chemin du développement. Et malheureusement, ça veut dire que les populations doivent encore galérer pendant 6 mois pour voir ensuite à quoi va ressembler le lendemain. Quel est l'état des relations qu'entre, si on peut le dire, le Mali avec la CEDEAO et la communauté internationale aujourd'hui, un an après? Mais les relations sont toujours tendues parce que au premier coup d'État, le Mali n'avait pas été exclu. Cette fois-ci, le Mali a été exclu. Et aujourd'hui, le Mali est surveillé, tout ce qui est posé comme acte est surveillé. Il y a même d'autres problèmes qui s'y ajoutent, puisque l'ancien président Bandao et l'ancien premier ministre Wan ont introduit une requête au niveau de la cour de la CEDEAO. La requête a été reçue et la CEDEAO a envoyé une note à l'État malien pour leur demander de répondre sous 30 jours. Et s'ils ne le faisaient pas, la CEDEAO sera obligée, même en l'absence de leur réponse, de donner une suite à cette requête de l'ancien président et de l'ancien premier ministre qui aujourd'hui sont de fait en résidence surveillée. C'est pour dire que la relation n'est pas du tout celle que ça devait être, d'autant plus que est-ce qu'on peut véritablement parler de relation quand le Mali a été suspendu de cet espace et que l'espace ne fait que contrôler pour voir est-ce que la feuille de route est respectée ou pas pour éventuellement prendre encore une autre décision qui risque d'être une sanction supplémentaire si les militaires ne respectent pas la dernière feuille de route qui est issue de la rencontre de Accra. Infini merci à vous, Mamadou Diouf. On va donc marquer une petite pause et on reçoit Junior Laris. Il est un journaliste sportif, bien sûr.